Donc d'ouvrir cette séquence, on va dire, du retour du Napoléon d'Abelgance, entre guillemets, à la maison, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque c'est grâce au travail, mais il vous en parlera mieux que moi, y compris ce soir dans l'introduction, on va dire, de la première séquence, dite la séquence corse, du Napoléon d'Abelgance, de ce travail précieux de conservation et qui a aidé à la restauration, notamment par effectivement la Cinémathèque nationale. Donc, avec Antoine Philippe, il nous a souhaité organiser une séquence, on va dire, un petit peu complète, à partir de ce Napoléon d'Abelgance, que nous avons fractionné, parce qu'il nous semblait que les 7 heures pouvaient être un petit peu longues, effectivement, à regarder d'un seul trait. Donc, nous avions souhaité fractionner et du coup rythmer un petit peu ces séquences par des moments de pause, d'introduction, de discussion sur non seulement cette question, on va dire, de la figure de Napoléon telle qu'elle est mise en scène et représentée dans l'Abelgance, mais de façon aussi générale, on va dire, comment les grandes figures et les grands héros, et en l'occurrence, ici également hommes politiques sont représentés, donc Napoléon bien entendu, et comme on avait souhaité inscrire ce retour de Napoléon d'Abelgance à la Cinémathèque, donc en fin de tournée, juste en amont, on va dire, du 8 décembre, et aussi parce que, on va dire, il y a au mois de décembre quelques dates clés aussi liées, on va dire, à Napoléon. Donc, on trouvait que c'était une première semaine bien chargée, donc historiquement. Donc, on a souhaité effectivement fractionner et faire 2 tables rondes, une aujourd'hui, plus consacrée à la création artistique. C'est la raison pour laquelle on a commencé par l'inauguration donc de la fresque. Je dis fresque parce que c'est sur un support, on va dire, de bâche. Donc on n'est pas directement sur un support mural, on va dire, comme en street art, mais on est quand même sur ce style, on va dire, de création. Donc on souhaitait ouvrir la séquence par cette création dont on a parlé tout à l'heure directement donc sur le parvis, et bien entendu aller vers ensuite les 2 grandes figures d'hommes d'État aussi qu'ils ont été. Et donc demain, à ma place en modérateur, Jean-Guy Talamogne a bien voulu accepter, avec un certain nombre de spécialistes et d'historiens aussi, donc traiter de cette question de Napoléon et de Paris. Voilà, on souhaitait un petit peu faire dialoguer ces 2 grandes figures qui effectivement interrogent l'histoire d'abord, la nôtre, parce que derrière ces 2 grandes figures, une des questions qu'on peut se poser, c'est qui dit l'histoire, puisque effectivement, bien sûr, il y a l'histoire faite et créée par les hommes, il y a l'histoire racontée par les historiens, il y a aussi l'histoire telle qu'elle est en partie fabriquée par les institutionnels et par les idéologies, et puis il y a tous ceux qui restent un peu, on va dire, sur le côté de l'histoire, et notamment, moi celui-là, il n'a pas l'air de vouloir marcher tout le temps. Merci Antoine. Donc qui dit l'histoire du point de vue scientifique, du point de vue politique, du point de vue idéologique, du point de vue institutionnel. Et lorsque tout n'est pas dit de l'histoire, ou lorsque certains pans de l'histoire ne sont pas traités, ou parfois lorsque l'histoire fait débat, fait conflit, fait polémique, ou est une déchirure aussi dans la mémoire des communautés, bien sûr, l'art, la littérature, les expressions quelles qu'elles soient sont là aussi, la musique, la chanson, le film, la vidéo, le street art, le théâtre sont là aussi peut-être pour raconter, pour faire récit, quand l'histoire, on va dire, n'a pas encore tout à fait rétabli, si ce n'est la vérité, en tout cas l'existence, tout simplement, de faits ou de grandes figures historiques, voire héroïques. Donc, on a souhaité commencer par la création et l'art, parce que, bien sûr, le Napoléon d'Abelgance, c'est d'abord un monument, on va dire, ça va, ma voix tient par contre, voilà, ma voix est plus durable que les piles du micro, donc je pense que vous m'entendez. Donc voilà, on a souhaité commencer par l'art, et je remercie aujourd'hui, bien sûr, donc je remercie le public d'être présent. Je veux excuser monsieur le maire qui est retenu
par un enterrement en Casica, donc un peu loin. Je pense qu'il va nous rejoindre certainement dans la fin de la journée ou dans la soirée. Hein. Je remercie Antonia Lugiani, et on sait à quel point, hein, en tant que conseillère exécutive en charge en plus du dossier culture et de nombreux dossiers, la fin de l'année, on va dire, est chargée, mouvementée, presque volatile, hein, on va dire, en tout cas sur le plan budgétaire. Donc, merci à Antonia de s'être déplacée, et merci à tous, bien sûr, d'être là. Donc, voici nos invités. Donc, ici, nous avons Orlando Furioso, hein, qui dira 2 mots, bien sûr, au cas où vous ne connaîtriez pas Orlando Furioso. Ceci dit, si vous ne connaissez ni Orlando Furioso, ni son œuvre, je vous recommande le samedi, si je ne m'abuse, 4 avril, non, le vendredi 4 avril, voilà. Donc, juste avant, on va dire, non pas la naissance de Paoli, hein, parce que vous savez qu'on ne sait pas quand est-ce qu'est né Paoli, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre de l'état civil, et qu'on n'allait pas s'enregistrer quand on naissait, on allait s'enregistrer quand on était baptisé. Il n'y avait que des registres paroissiaux, donc on connaît la date du baptême. Donc, dans les polémiques de il est né le 5, il est né le 4, il est né le 6, on sait, avec certitude, qu'il a été baptisé le 6 avril. Voilà, hein. Donc, un petit peu avant son baptême du 6 avril, donc le 4, Orlando Furioso viendra pour une représentation en salle rouge, donc sur Aspettando Paoli, hein, voilà. Paoli, oui, bien sûr, pardon. Donc, et donc il nous dira sans doute aussi 2 mots. Hein. Ensuite, Mako Deza, donc notre graffeur, hein, dont on peut admirer, j'espère durablement, si le vent est avec nous, donc l'œuvre, hein, au fronton, on va dire, de l'espace Jean-Paul de Roclaser, et il se présentera aussi, mieux que je ne pourrais le faire. Doumé Maestrati, qu'on a accueilli il n'y a pas longtemps, hein, c'est bien, il vient nous voir plus souvent, donc qu'on a accueilli il n'y a pas longtemps dans cette même salle, hein, pour les commémorations du 11 novembre, pour son très beau documentaire sur effectivement le châtaignier et le poilu. Hein, donc là aussi, hein, des faits qui remontent de la mémoire collective et qui, on va dire, épaississent l'histoire, hein, le trait de l'histoire. Donc il nous dira, parce qu'il a travaillé évidemment sur les figures et de Napoléon et de Paoli, hein, comment il travaille également. Et merci à notre ami, voisin, collègue, Alain Diville, hein, donc adjoint à la culture mairie de Bonifacio. Donc je pense que l'acteur politique qu'il est aussi, sans doute, sera sensible évidemment à la question du traitement, on va dire, des grands héros ou de la représentation historique, hein, qu'on peut aussi fabriquer à partir du discours institutionnel ou politique. Mais aujourd'hui, il est invité, bien sûr, en tant qu'écrivain, en tant que créateur, et aussi parce que il a écrit un des tubes aujourd'hui, on va dire, hein, de la chanson Napoléon Paoli, hein, on va dire, donc au général, hein, donc chanté par Bogevento. Donc voilà, hein. Merci à tous. Nous avions aussi Marie Ferrante qui tient à s'excuser parce que retenue pour des problèmes de santé, que j'avais conviée évidemment. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, elle a écrit ce très beau texte, on va dire une haine de Corse, cette fois-ci non pas entre Napoléon et Paoli, mais entre Napoléon et Pozzo-di-Borgo. Hein. Donc voilà, donc chacun de ces invités a eu à travailler ce matériau historique, hein. Donc que nous aurons effectivement un petit peu à décortiquer. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, hein, alors on va partir d'Anna, parce que moi je voulais que dans la question, on va dire, de comment on crée une représentation, comment on fabrique à un moment donné un héros, comment on fabrique peut-être aussi un événement, un fait, enfin quelque chose qui nous semble comme étant caractéristique, comment on travaille, à partir de quel matériau, pourquoi le support à un moment de la chanson, est-ce que le support, la chanson, le documentaire, on va dire ensuite le street art ou le théâtre, aussi commande, on va dire, la façon dont on va traiter le héros, hein, plus archétypal, plus caractéristique, peut-être parfois plus caricaturé même, ou pas. Hein. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir un peu sur le plan du son, parce qu'une chanson, vous l'entendez, hein, bien entendu, et on va aller du son, on va dire, en passant par le théâtre, qui est plus polyphonique, hein, mais qui va directement physiquement
on va dire au public, au documentaire où là on est parfois aussi entre l'historique et la fiction. Enfin, des fois, parfois il faut reconstituer les trous, hein, parce qu'il y a aussi des trous de l'histoire, des déchirures de l'histoire que l'imaginaire, la représentation peut à un moment donné combler, jusqu'au street art, hein, donc qui est plus éphémère, hein, et plus volatile, mais qui s'inscrit dans notre espace public. Voilà, hein, donc on va faire d'abord, on va dire Alain, donc c'est un petit peu la même question pour chacun d'entre nous, et après, voilà, on est là pour parler de Napoléon et de Paul, et comment se construisent effectivement ces grandes figures lorsque on est créateur, qu'on a non seulement un matériau à sa disposition, soit historique, soit fictionnel, parce que d'autres ont écrit avant vous, donc à un moment donné, on sait qu'on s'attaque parfois aussi à des monuments, et puis le public attend parfois des choses, c'est déjà fait une image du héros, donc qu'est-ce qu'on fait, on conteste, on s'inscrit, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on choisit de dire, voilà, hein, c'est un peu avec votre art et avec ce que vous avez fait, dites-nous un petit peu comment vous avez fabriqué justement ces représentations. Alain, je t'en prie. Donc, c'est toi qui commences à partir de ton expérience et, on va dire, d'écrivain en littérature en général, mais aussi de chansonnier que tu es. Alors oui, on va... Il est intermittent. Ouais. C'est une constance de l'art. Peut-être on peut parler normalement, non? Oui, mais tout le monde en a je vous mettais. Pas que m'aimez. Peut-être essayer, sinon, c'est pas non, je pense que c'est peut-être un peu plus problème technique. On va faire ça peut-être. On est en train de rétablir, on est en train de voilà. changer de... Allez, merci Antoine, désolé. Ah, désolé alors. Non, c'est pas grave. Oui, on peut peut-être partir de la jeunesse et des différents prismes que ça passe, parce que sur cette chanson en particulier... Toi, c'était une commande, alors, oui, c'est une commande. Voilà. Une commande, pour en refaire un petit peu la genèse, c'est une commande du groupe Bojevant, mais l'élément objectif de cette chanson, c'est la lettre d'Oxon. C'est la lettre que le jeune Napoléon, qui a 20 ans, écrit au général de la nation, à Pasquale Paoli, et lui dit dans cette lettre, l'incipit, c'est je naquis quand la patrie périssait. C'est-à-dire que Napoléon est né en 1769, et 1769, c'est la date de la bataille de Ponteno, au moment justement où la nation de Paoli tombe par l'expédition, la conquête française. Donc, cette image de Napoléon, elle est objectivée par sa lettre, la fameuse lettre d'Oxon, elle existe, et Rina Dufrassati en a tiré un film, Les Exilés, qui a eu un certain succès, hein, qui est très bien passé. Et Frédéric Poggi avait une musique un peu épique comme ça, on pourrait même dire qu'elle était un petit peu celtique, hein, au départ, mais qui avait quand même un très beau souffle, très belle musique de film, donc qu'il met donc au service du film Les Exilés. Et moi j'avais déjà trouvé la musique très belle. Je dis tiens, ce serait une bonne idée s'il me demandait d'y faire les paroles. Alors que la chanson du film avait été faite par le propre père de Rina Dufrassati, Miguel Frassati, poète, un des créateurs de la Villetta, poète enseignant, bien connu en Corse aussi. Donc c'est une commande, et j'ai vu le film, Les Exilés, j'entends la musique qui me plaît beaucoup, avec ce souffle dont je vous ai parlé, et objectivement, je pars de la lettre. C'est-à-dire que le prisme est quand même double, lecture de la lettre. Tu la connaissais cette lettre non, ou pas? Tu l'as découverte. Donc tu es quand même aussi sur le moment de surprise aussi quand même, aussi, parce que c'est une lettre qui a surpris à peu près tout le monde, hein, voilà, tout à fait, dans son ton, on va dire. Bon, la lettre est une, d'ailleurs, voilà. Castellane, Marc-Andrea Castellane, oui. à la radio, quand il fait Sa chronique, et qu'il parle de haut général, s'étonne aussi de cette lettre en disant il ne sera pas conforme à l'image qu'il donne de lui dans cette lettre. C'est-à-dire que le Napoléon de la lettre d'Oxford n'est plus le Napoléon d'après. Bon, il y a eu plusieurs Napoléons, bien entendu, mais celui-là a 20 ans et il est un admirateur de Paoli et de la nation. Je naquis quand la nation périssait. Donc il y a aussi une reconnaissance. Là. Donc à partir de là, je suis sur cette volonté du film Les Exilés
de mettre Napoléon et Paoli au service de la reconnaissance de la nation, puisque ce sont a priori deux héros du peuple corse, deux figures majeures du peuple corse, qui sont a priori antagonistes, mais là, c'est une forme de contre-pied qui est aussi donnée par l'histoire. Donc je suis sous le prisme déjà du message, de ce que veut dire le film Les Exilés, et ensuite, sans s'en rendre compte, j'essaye de faire de cette lettre une chanson. D'ailleurs, la narrativité est au style direct. La lettre finit Napoléon et Bonaparte, c'est-à-dire la chanson finit par la signature même de Napoléon, comme si donc la chanson a aussi une forme épistolaire. Et dans l'image qui prévaut ici, dans cette construction-là, Doublage. Alors, on essaie de remettre en Bon, route. il faut dire que si on profite de la malédiction de l'Abelgance, du Napoléon d'Abelgance, normalement, il devrait nous arriver un certain nombre de problèmes, on va dire, entre c'est quand même un montage maudit. Hein. Voilà. Essayez de parler dans les micros quand même, on essaie de changer de... Ah, d'accord. Donc je continue, je fais comme si, une sorte de playback dans le micro. Et donc cette image, alors chez moi, l'image, elle est déjà par ce prisme-là de la lettre d'Auxonne, du film des Exilés, et puis aussi toute l'interprétation, c'est-à-dire que je suis le lecteur de cette lettre et qui va donner un texte de chanson, le mettre en rime et tout, etc. Et là, dans la représentation, ce qui va émerger surtout, c'est la représentation du Riaquiste, c'est-à-dire c'est quand même Paoli, plus que Napoléon, qui est au centre ici, dans la mesure où dans ce film et par cette lettre, on ramène Napoléon à la nation corse. Hein, c'est ce qui n'est pas habituel dans l'histoire et dans l'historiographie autour de Napoléon. Napoléon, c'est un personnage. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le Riaquiste là, le Riaquiste, c'est-à-dire l'image de Paoli à partir des années 70, là, il y a une sorte d'inversion de la popularité, si j'ose dire, mais l'image est complètement différente et le récit national se fait. Et se fait aussi à partir de cette lettre qui trouve une fiction dans le film et qui trouve une chanson qui, grâce à la très belle musique de Poggi, aura un certain écho, sera chanté et sera un des standards du groupe Bogevant. Mais je pense qu'ici, ce qui prévaut, c'est Napoléon en contre-pied ou en contre-image de ce qu'il a pu incarner par la suite et ce qu'il a pu incarner au moment des années 70 et de tout le mouvement qui va enrichir ce récit national. Il faut rappeler qu'à partir de 1967, je parle toujours, moi, de la nouvelle histoire de la Corse de Grégory. Il y a en Corse, de façon évidente, une histoire occultée. Et ça apparaît aussi dans tout ce que l'on lit sur les chansons, sur Paoli, à partir de ces années-là. Les Mouvri, Nicanto Cogogos, Paulette, etc. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure si on veut. Napoléon, qu'est-ce qu'on a dans la chanson? Pas grand-chose. Hein. Il y a surtout l'Ajaxienne. On est aux antipodes de ce que représentait, peut représenter cette chanson-là. Mais disons que ce texte-là, qu'il soit de Napoléon ou de moi, pardon pour le parallèle aussi audacieux, mais ça relève de la construction d'un récit national qui démarre avec l'image de Paoli, fortement réhabilitée à partir des années 70. Voilà, je peux y revenir nous-mêmes, je ne sais pas si j'ai épuisé ce premier temps de parole, mais comme tu veux. Non, mais voilà, on a déjà, après chacun va décrire un petit peu son process, on va dire, de création, et puis sans doute qu'après, à partir de ce que vous avez dit, on va échanger effectivement sur aussi, il y a ce qui est commandé, parce que ce qui est intéressant, c'est que pour toi, c'est une commande, pour Mako Deza aussi, c'est une commande, comment aussi l'artiste, à un moment donné, il s'inscrit. Alors, Orlando, c'est peut-être pas une commande, mais en même temps, c'est pour le tricentenaire de Paoli, hein, voilà. Donc, c'est intéressant, hein, ce travail entre ce qui peut être, à un moment donné, un peu une commande
si ce n'est institutionnel, en tout cas là pour le coup, d'une mouvance, on va dire, en tout cas d'eux, et comment l'artiste après il y répond, et aussi peut-être comment il donne sa petite tonalité, parce que moi ce qui m'a un peu interpellée quand la première fois j'ai entendu la chanson, c'était l'apostrophe à haute générale. Donc le Babou Diabad, Ria 270, oui tu reprends, etc., mais Napoléon l'appelle haute générale, hein, donc on n'a pas l'habitude, on va dire, même si on sait qu'il a été général de la nation, mais on va dire que le héros, le guerrier, hein, celui qui est à cheval et qui combat, c'est Napoléon, c'est papa, il a perdu à Fontenoy. Hein. Donc voilà, donc on le voit moins, on va dire, dans sa fonction, on va dire, militaire, pourtant qu'il avait, et plus dans sa fonction d'intellectuel. Hein. Or, on va dire, Napoléon, il rend hommage à la fois, on va dire, au chef qu'il est, et la figure du chef, on va dire, elle est à construire aussi, hein, et on peut voir aussi à travers de ce qu'a pu effectivement créer les années 70, ce qu'ont pu créer les années 70 ou au-delà Napoléon, parce que c'est vrai aussi que Napoléon, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas nous qui avons créé la représentation de Napoléon, elle s'est créée par l'extérieur et sans doute aussi de façon internationale, on ne voit pas, on ne sait Napoléon de la même façon là. Pour le coup, voilà, on crée évidemment la figure de Paoli dans sa représentation puisqu'il apparaît très peu, ou en tout cas de façon très épisodique sur le plan international, mais en revanche, on n'a pas encore dit des choses, sauf évidemment quelques ritournelles ajaxiennes sur le Napoléon. Hein, voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir comment nous, de notre côté, on va peut-être dire quelque chose aussi de Napoléon. Hein, merci. Et puis c'est l'image, c'est fondateur et en même temps, ça n'est pas pérenne, ça n'est pas définitif parce que c'est une idée. Dans la chanson, Napoléon dit « ad 20 ans », il ne dit pas dans sa lettre, mais il a 20 ans. Tout à fait, tout à fait. Il écrit ce texte mais bon, après, la vertu aussi pédagogique, hein, parce que peu, on va dire, ont peut-être compris immédiatement qu'ils étaient contemporains à 40 ans d'écart. Voilà, hein. Bon, il y a une forme de respect parce que Paoli est le plus vieux de 40 ans, on va dire, et qu'il a déjà un crédit, on va dire, politique et historique à son actif. Mais ils sont contemporains, ils sont, on le disait tout à l'heure, hommes du XVIIIe siècle des Lumières, donc emprunts et pétris, on va dire, des mêmes idées, des mêmes idéaux, peut-être sans doute pas avec les mêmes stratégies ni les mêmes ambitions qui peuvent d'ailleurs se révéler au fur et à mesure de leur itinéraire. Hein, voilà, hein. Donc merci, on va passer au théâtre, hein, puisque là on est quand même toujours, on va dire, dans quelque chose qui est aussi physique, sonore, hein, parce que, comme on le disait aussi, une chanson, ça marche ou ça marche pas. Je veux dire, quand ça passe à la radio, c'est retenu, c'est pris ou pas. Hein. Il y a une magie aussi de la chanson qui fait qu'on ne va pas y revenir 100 fois. Hein. Donc, quand ça accroche, c'est qu'il y a des éléments aussi qui font que soit ça correspond à une idée, soit au contraire, ça vient un petit peu la bouleverser. Donc, en tout cas, ça fait... Et le théâtre, c'est un peu pareil aussi. Quand vous jouez, hein, sur la scène, le public est là et il réagit ou pas. Hein, et on n'a pas le temps de réouvrir le livre et de dire, bon alors finalement, qu'est-ce qu'ils avaient dit? J'avais pas bien compris. Voilà. Il y a ce côté aussi un petit peu éphémère, on va dire, direct en tout cas. Donc, Orlando Dinon, un petit peu cette commande, entre guillemets, parce qu'il y a eu avant toi, hein, j'imagine que tu le sais, d'autres pièces qui ont essayé... Hein, de s'approcher de Paoli. Hein. Allora, bien, il marche. Donc, posso parlare tranquillamente? Vous m'écoutez, oui? Oui, bah, je le tiens là, va. Je le tiens là comme ça pour la scène. Alors, d'abord, il faut que je me fasse 2 secondes de parcours chronologique. C'est-à-dire que 1989, les cendres de Paoli retournent en Corse. Hommage 1989, hommage di Rusasa, Tony Casalonga, le Rinnovo Isulano, la Filetta, tout le monde, on se met ensemble pour faire un spectacle sur l'île Rouge, un vento che non vi dico, un vent. Tony Casalonga et Antoine tenaient l'écran pour les projections pour tout le temps, ils se sont fait un braccio così, et on a fait ce spectacle-là. Après, le lycée de Hirous me demande de faire un spectacle. Le prof de Corse, il avait écrit un texte avec les lycéens. Le collège de Calvi, il me demande de faire un spectacle sur Paoli. Et là, on s'est metté un spectacle sur le jardin Paoli. Bastia,
per una festa di una nazione, il me demande de faire un spectacle avec les plus petits encore. On a commencé Yugi Yugi à les primaires et on a fait un spectacle itinérant à l'Albor où on a terminé avec les éponges qui si jettavano l'uno con l'altro et des couleurs, c'était la bataille. Donc, ça c'est le parcours Paoli jusqu'à présent. Après, il y a le parcours Napoléon. Le parcours Napoléon, ils arrivent en 2012 quand je rencontre à Rome un garçon indien qui me dit « Ah, mais toi, tu es napolitain ?» Je dis « Oui, d'accord. » Il dit « Écoute, moi, je dois envoyer une carte postale de Naples. Je vais à Naples. Qu'est-ce que j'envoie ?» Parce que de Rome, j'ai envoyé le Colisée. De Naples, qu'est-ce que j'envoie? Je dis « Bah, je sais pas, le Vésuve. » Je dis « Non, ma mère, elle ne connaît pas le Vésuve. À Nende, la mère. Elle ne connaît pas le Vésuve. » Je dis « Palazzo Reale. » Non, non, non. Après, il s'arrête et me fait « Mais Napoléon est de Naples. Napoléon. » Et là, je me rends compte qu'à Inde, il y a une dame qui connaît Napoléon, mais ne sait pas d'où elle est, et qu'ici, en 2012, parler de Napoléon, c'était un peu difficile. Donc, on discute avec Jean-Marc Olivesi de la Maison Bonaparte et on décide de faire une folie. C'est-à-dire une série de spectacles, série à la place que télévisuelle, une série de spectacles théâtrales sur la famille Bonaparte. 7 spectacles. On a commencé en 2012, on a terminé en 2019. 7 épisodes sur la famille Bonaparte. Où Bonaparte, il apparaît dans le 4e, mais il ne pouvait même pas apparaître. Parce que, et là je rentre un peu sur le sujet de la création chez Keïla Lassienne. Ma façon de créer, c'est une façon dans laquelle je ne perds jamais de vue le langage que je dois utiliser. Le théâtre, il a sa langue, son système. La peinture, il a la sienne, le cinéma, il a la sienne, la musique, il a la sienne. Donc, le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, moi, en plus, je crois au public, à la liaison, comme disait Peter Brook. Pour faire du théâtre, il faut un acteur, un spectateur et un tapis. Le tapis, c'est la scène. Mais il faut le spectateur. Donc, moi, je crois beaucoup à la relation avec les spectateurs. Donc, je dois raconter une histoire. Qu'est-ce que je vais raconter? Et donc, vu que je m'étais mis sur Napoléon, je dis là, il faut que je m'apprenne un peu de... Et je me suis aperçu que la chose plus intéressante, justement, c'était de raconter de la famille. Parce que, comme elle dit Margaret Yourcenar, les créations se font avec les pierres vraies et les pierres fausses. Une création. Parce que nous ne sommes pas nés professeurs, nous ne sommes pas nés conférenciers réellement, nous sommes des gens qui font quelque chose de matériel vivant. Donc, qu'est-ce que tu vas raconter? Les batailles, les dates, les trucs, mais jamais de la vie. Les gens, ils s'en foutent. Donc, il faut trouver une manière de raconter, et ce que tu jettes par la porte, elle doit rentrer par la fenêtre. Donc, je raconte des moments de la vie de cette famille, des moments même prétextes, dans lesquels, au milieu de tout ça, ils arrivent, fort à mesure l'histoire, à perdre des anecdotes. Et là, je vous promets, on a fait ça pour 10 ans, presque. On est allé dans les lycées, dans les collèges, tout public, on est monté dans tous les pays, etc. Et tout le monde, il a apprécié. Il a apprécié cette approche à l'histoire, que c'est une approche, si vous voulez, très théâtrale, avec mon méthode. La méthode de faire vivre les gens. Dans cette méthode, il y a la langue. J'ai eu la chance d'avoir une troupe qui est trilingue, donc corse, français et italien. Et donc, quand on était allé à Lucca, dans la grande conférence de tous les napoléonistes, à Lucca, il y avait tout le monde, et on a présenté le premier épisode, La Casa di Letizia, Letizia et sa fille Elisa, les gens pleuraient. En écoutant Marie-Paul Franceschetti parler, ils pleuraient parce qu'ils semblaient leur mère. Ils semblaient leur grand-mère. Les Corses, évidemment, les Corses. Et les autres, ils me disaient, mais comment tu as fait pour faire ça? J'ai lu. J'ai appris, et j'ai cherché dans les détails, j'ai essayé de trouver l'anecdote qui pouvait me servir pour raconter le reste de l'histoire. Donc, à la fin, ils se croisent. Et là, il y avait la grande question. La grande question pour moi, c'était une question fondamentale sur Napoléon. Comment ça se fait que dans le désordre complet d'une nation qui a été royale pour 500 ans,
dans le chaos de la Révolution française, des têtes coupées, de tout ça, il débarque. Et là, je ne dis pas Napoléon, mais il débarque 3 frères, Napoléon, Lucien, Joseph, parce que ça c'est important, et qui tout d'un coup, ils font ce que les autres ne savaient pas faire, c'est-à-dire créer un État. Et alors je me suis dit, bon, c'est pas si simple ça. Ça vaut parce que Napoléon et ses frères, ils avaient dans la connaissance, dans l'ADN, l'histoire de la Corse de Paoli, la construction d'un État. Et donc je reviens à Paoli. C'est-à-dire que Paoli, après on peut le critiquer, j'ai entendu 3000 choses dans ces jours que je fréquente, des gens qui disent, mais fais attention, parce que Paoli, il n'était pas bien. Paoli, il était bien, oui. Ça, mi dicono tutti il contrario e la stessa cosa. Le problème, c'est que Paoli, dans le contexte historique, il ne faut jamais oublier, il a fait quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent. Construire ex novo un État. Ex novo. Après, vous me direz, oui, mais il y avait Théodore, il y avait tout le reste. Bien sûr, on n'arrive pas comme ça. Mais cette construction d'État, sûrement, c'était la base sur laquelle Napoléon il a pu s'appuyer. Que la famille Bonaparte a pu s'appuyer parce qu'ils savaient comment ils avaient fait. Le père et tonton, le père de Paoli. Ils savaient comment ils avaient fait. Et donc, de conséquence, et dans les spectacles sur Paoli, là, ils sortent toute l'aventure de la période de Paoli, en positive, et de la période de Paoli, en négative, je dirais le retour. Comme dans les histoires d'amour, il ne faut jamais retourner derrière. C'est pas la même chose. Et donc, on a traité ça. Et l'idée, c'est de regarder l'histoire comme on ferait les experts. C'est-à-dire vivisezionando ogni cosa. Et là, je me trouve maintenant, le 4 avril, à parler de Paoli. Alors, là aussi c'est intéressant, ce n'est pas une commande, mais c'est une nécessité. En 2022, je parle du contrôle des conseillères, parce qu'il y avait Josefa, je pense à l'époque, encore. Tout d'un coup, la Festa di Lingua s'est arrêtée. Il n'y avait plus d'argent. Moi, j'écris une lettre, c'était ici, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent pour la Festa di Lingua? Ça nous permet de tourner dans les petites mairies, comme ça, ils ont la possibilité de voir les spectacles sans payer, sans faire ça. Et j'envoie mon dossier. Et je me suis dit, bon, d'ici à quelques années, il y aura le tricentenaire de Paoli, ben, je vais me pencher et je commence à étudier Paoli. Parce que je ne crois plus, moi, au spectacle carrément, je crois en parcours théâtral. Donc, j'envoie ça, et dans la langue corse, ils me répondent, mais ça, c'est pour la culture. Donc, passa o tempo, e arriviamo adesso, quando, per il tempo, mi dico, d'accordo, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pense que tout le monde, il aurait envie de connaître Paoli vraiment. Personne de nous, il sait vraiment qui était Paoli. On a des caractéristiques historiques, on a le comte de Boswell, ringraziando la Madonna, parce que c'est grâce à lui qui est connu, mais pour le reste, c'est les historiciens qui vont faire leur soupe. Et nous, théâtre, qu'est-ce qu'on va raconter? Et alors je me suis dit, là aussi, comme sur Napoléon, l'intéressant, c'est de ne pas avoir Paoli sur scène, ou peut-être il va arriver, mais tous ces gens qui attendent Paoli. Boswell, à côté, il attend Paoli qui retourne. Et donc, il y a des dialogues, il y a des situations. Dans les époques différentes, il y a le frère qui attend sur la plage, le frère qui retourne de Naples. Il y a les gens dans un village qui attendent qu'il soit fait justice, donc ils attendent Paoli. Mais pourquoi nous attendons Paoli? On se la fait nous la justice. C'est-à-dire qu'à travers la vision des autres, un peu à la Rashomon, je ne sais pas si vous connaissez, hein? C'est-à-dire sont les autres, chacun un peu Pirandellia, qui racontent chacun sa vision, et sa vision, ça sert pour construire un puzzle, le puzzle de Paoli. Aspettando Paoli, même parce que quelqu'un à la fin, il peut dire encore aujourd'hui on l'attend. T'ho servito. Très bien, merci. On attend alors en avril, nous,
Hein? Voilà. Tu as un petit côté absurde ou pas? Parce que Spitella Paoli, on est obligé de penser qu'il ressemble un peu à Godot, non? Tu vas pas le mettre dans une poubelle. Non, c'est exactement le contraire. J'espère que les gens, ils attendent pas Paoli, les gens, mais qui se tirano sulle maniche et qui travaillent en attendant. C'est bien. D'accord. Donc, on va passer à Domaine Maestrat, mais je pense que tous les micros marchent. Hein? Oui. Voilà, parfait. Domaine, je t'en prie. De la même façon, dis-nous, toi, à partir de quel matériau tu travailles, puisque on va dire que, quand même, on va dire de métier, tu es plutôt documentariste, oui. Historique. Voilà. Hein. Donc, on va dire peut-être sans doute avec moins de fiction, bien que, à un moment donné, le travail fictionnel est toujours quand même, en tout cas dans la façon dont on va raconter l'histoire de toute façon, présent pour essayer de construire le fil historique, parce qu'on n'a pas toujours tous les morceaux qui permettent de bien dire toute l'histoire, il manque toujours un petit peu des bribes, et c'est peut-être là aussi que le regard, bien sûr, de l'artiste vient recoudre un peu s'il y a quelques déchirures de l'histoire ou de la mémoire. Dis-nous un petit peu. J'ai réalisé 24 documentaires, la plupart sont des documentaires historiques, et je me suis rendu compte que 4 étaient consacrés à Paoli et Napoléon. En 2007, j'ai réalisé un documentaire que peut-être certains ont vu, qui n'est pas terrible, mais qui avait le mérite d'exister, qui s'appelait L'Exilé, qui était consacré à la période anglaise, 33 ans, de Paoli en Angleterre, puisqu'il a vécu plus de temps en Angleterre qu'en Corse. Puisqu'il a fait ses études à Naples, il a été ensuite dans divers régiments, et voilà. Et d'ailleurs, il est parti le 13 juin pour l'exil à Londres de Porto Vecchio. Alors, pas directement, hein, il est passé par Livourne, mais il est parti de Porto Vecchio. Donc, 33 ans de la vie de Paul, ils se sont déroulés en Angleterre. Et c'est d'abord un ouvrage de Paul-Michel Ville, à l'autre vie de Pascal Paul, que je découvre et dans lequel il cite des lettres d'amour de Paul à Maria Cossuet. Il y avait eu une pièce de théâtre d'ailleurs. Oui, il y a eu la pièce de théâtre. Les lettres. Scusa di Pasquale Paoli. Ensuite, Francis Bérette en a fait une étude dans un ouvrage, une étude, je dirais, scientifique, puisque Paul-Michel Villa n'avait pas travaillé sur les lettres, il les avait citées quelques-unes, mais il n'avait pas étudié la syntaxe, la grammaire, les métaphores, les périphrases. Et ce qu'on découvre dans ces lettres, et qui répondait à une question qui était restée en suspens comme ça, la sexualité de Paul. Et on découvre un littérateur, quelqu'un qui déclare son amour à Maria Cossuet sans être trivial. Et c'est toujours très poétique, très allusif. Et je me suis dit, tiens, là il y a un personnage, pas le héros, pas le mythe, mais l'homme, Paul, qu'il faut aborder. Et aborder dans cette période anglaise où il est initié en maçonnerie, où il est d'abord dans un atelier d'intellectuels, parce que l'atelier Nine Moses dans lequel il est reçu, ce sont des encyclopédistes, des romanciers, des chefs d'orchestre, des chanteurs d'opéra, des librettistes. Voilà. Il est en Angleterre considéré comme un intellectuel. Et ensuite, quand il va changer d'atelier maçonnique, il passera à l'atelier Prince of Wales et à l'atelier de politique, c'est-à-dire tous les proches du prince de Galles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, tous les princes de Galles sont sérénissimes grands maîtres de la Grande Loge unie d'Angleterre. Donc Charles III a été, à un moment de sa vie, sérénissime grand maître, et le prince William est sérénissime grand maître. Donc, cette perception de Paul comme un intellectuel, alors que en Corse, on avait peu l'impression que Paul était un intellectuel. C'était un chef de guerre, un meneur d'hommes, ce n'était pas forcément cette image qui arrivait en premier. Et là, dans les lettres, il y a à la fois, parce qu'il correspond à Maria Cossuet en Toscane. Maria Cossuet, c'est une Anglaise qui est née à Florence. Ses parents avaient une auberge, donc sa langue maternelle, elle a une double langue maternelle, c'était l'anglais et le toscan. Donc tout cet échange épistolaire entre Paul et Maria Cossuet se fait en toscan. Donc c'est une grande découverte pour moi, et donc je traite de ça dans L'Exilé. Après j'étais un peu irrité que Renato Frassati prenne un peu le même titre, mais comme
C'était le fils. Oui, mais comme c'était le fils de mon ami Michel Frassat, je l'ai un peu plus accepté. Ensuite, en 2015, j'ai traité du cas Napoléon, et en particulier un film qui m'a été beaucoup reproché, du rétablissement de l'esclavage. Ah oui, oui. La remise en esclavage et la mise en esclavage de nos frères en humanité haïtiens et guadeloupéens. Côté noir. C'est un film qui a été interdit à Viastel, puisque le directeur des programmes à l'époque n'en a pas voulu, en me disant très clairement, il est hors de question de critiquer Napoléon. Et donc je l'ai fait d'abord avec François, avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Guadeloupe, avec... Voilà. Et quand il a été terminé, à ce moment-là, il y a eu un changement, un nouveau directeur des programmes. Il a dit on ne peut pas être absent, nous, la Corse, d'un film, même si c'est un film critique, sur ce moment-là. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans L'Exilé, le documentaire sur Paul, qui est un documentaire fictionné, puisqu'on voit Paul, c'était le comédien Philippe Ambrosini qui incarnait Paul, et il y a des scènes que je n'ai pas inventées, ce sont des scènes qui sont tirées des courriers qu'il a échangés avec sa sœur, qu'il a échangés avec Marie Cossuet. On voit apparaître Napoléon dans une scène qui est très cinématographique. Paul est en premier plan, il recule et il disparaît dans l'obscurité. Napoléon arrive en pleine lumière, ils se croisent, et quand ils se croisent, on entend la fameuse lettre « Ces soldats vomis sur nos côtes ». Le Napoléon Bonaparte côté noir est passé il n'y a pas longtemps ici, certains l'ont vu. Ensuite, dans Corse Terre maçonnique, j'ai parlé de l'importance de la maçonnerie en Corse, je suis parti évidemment de Théodore de Neuhoff, de Paul, une figure incontournable, et des Bonaparte en général, puisque Carlo Maria, le père de Napoléon, était un franc-maçon, son frère Joseph, le frère Lucien, et les sœurs étaient des francs-maçons, sauf Napoléon. Napoléon n'avait pas besoin de lettres, puisque avec son frère Joseph, qui dirigeait le Grand Orient de France, il avait la main mise sur la maçonnerie française, donc, qui était asservie au pouvoir politique. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Grand Orient commençait ses tenues et les terminait, non pas avec liberté, égalité, fraternité, mais à la gloire de l'empereur. Donc ça ne plaît pas trop au Grand Orient, mais c'est comme ça, c'est une vérité historique. Et puis, donc dans le corps maçonnique, il y a et Paoli et Napoléon qui apparaissent. Et puis, mon ami Jean-Paul Luciani, comme j'avais commis le Bonaparte côté noir, donc on ne peut pas me traiter de bonapartiste, hein, juste pour que... Moi, je craignais que les bonapartistes ne viennent me trouver. Non. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'était une conseillère municipale socialiste d'Ajaccio, quand c'était Simon Rilouche qui était maire de la ville, qui est venu me dire « Ah non, il ne faut pas que tu fasses le film. Hein. Parce qu'avec tous les efforts qu'on fait pour la mémoire de Napoléon à Ajaccio, est-ce que tu crois qu'un film peut empêcher le tourisme? C'est prêter à l'art beaucoup de pouvoir que l'art n'a pas. Pousser la bourre. Donc il y a ce fantasme que, voilà. Ce que j'ai oublié de dire quand j'ai fait le Bonaparte côté noir, c'est comment j'ai découvert, parce qu'on ne l'a pas appris à l'école, hein, ça que Napoléon a rétabli l'esclavage. Ni un portivete comme Rucui, ni un Ayacho. C'est en faisant l'adaptation de l'ouvrage de Lisandro Marcellesi, Le Cugino Vernal, ou Disgraziat, sur l'histoire de son arrière-grand-père condamné au bagne, que j'interviewe un historien qui s'appelle Francis Arzalier, qui connaît très bien l'histoire de la Corse, puisque son épouse est corse, et qui me dit la Corse a servi de bagne pour les révoltés haïtiens et guadeloupéens. Donc, je découvre à la fois que le premier consul a mis et remis des Africains en esclavage et qu'il a utilisé la Corse pour envoyer l'élite haïtienne et guadeloupéenne, sont des généraux, des médecins, des avocats, des peintres, des musiciens, des comédiens, qui sont presque tous morts en 2 ans en Corse. Hein. Il y a à peu près 1200 révolutionnaires haïtiens et guadeloupéens qui ont été internés à Ajaccio et Bastia. Et une partie de la route Boconia-Vitsavone a été faite à la pioche par ces Haïtiens dans des conditions, vous pouvez vous en douter, épouvantables, en plein hiver. Bon, c'est pour ça qu'il y a une mortalité très effrayante. Et c'est là que j'ai découvert ce côté noir de Napoléon. Et quand Jean-Paul me dit
me parle de Napoléon à Sainte-Hélène, je découvre un autre personnage. Bon, évidemment, par les complexes, Napoléon l'est aussi. On a toujours la figure du conquérant, de l'homme trivial avec les femmes. On a tous entendu et lu les lettres d'amour à Joséphine, ne te lave pas. Et là, on est très loin de Paul, qui écrit à Maria Cossuet. Hein. Dans les lettres de Paul à Marie Cossuet, il n'y a jamais d'allusion à ça. Or, la plupart des lettres d'amour de Napoléon, elles sont très prosaïques. Et sauf qu'à Sainte-Hélène, c'est un autre homme. Il n'est plus rien. Ce n'est plus l'empereur. Il a une cour réduite. Et quand sa dernière maîtresse s'en va, il va tomber dans une grande dépression. Comme si l'homme corse, ou l'homme fragile, ou l'homme relié à sa mère, revenait du tréfonds de son inconscient, de ce qui est refoulé pour apparaître. Et moi, c'est cet aspect humain qui m'a intéressé. Donc, là aussi, c'est fictionné, puisqu'on a des comédiennes qui... ces deux femmes à Sainte-Hélène qui ont une importance... Bessie Balcombe, cette jeune adolescente anglaise, qui va devenir sa fille de substitution, qui se permet tout avec lui. Elle se fout de sa gueule, elle insulte, elle le menace, elle joue avec lui. Et Napoléon accepte tout de cette fille qui, sans doute, il fait un transfert, hein, puisque son fils, il a peu vu, et Albine de Montauban, qui est sa maîtresse. Et quand les deux vont s'en aller, là, alors qu'il jardine, alors qu'il raconte, il ne fait plus rien, il ne se lave plus, il ne se rase plus, il ne s'occupe plus du jardin. Et moi, cette dimension humaine, dimension tragique presque, hein, qui m'a intéressé dans... Voilà. Ça fait moi, celui-là, j'ai vu les trois autres, je n'ai pas vu celui-là, mais par contre, j'avais vu, sans doute tu l'as vu aussi, le Monsieur N de Antoine de Caunes, où effectivement, il y a c'est les derniers jours, hein, voilà, à Sainte-Hélène. Bon, lui, il a introduit aussi un peu de doute en disant, vous savez, c'est peut-être pas Napoléon, vous savez peut-être pas Napoléon, là où vous croyez, en tout cas son corps, l'idée de ce corps, on va dire, un peu sacré, hein, qui peut-être n'est pas là où on croit, mais c'est vrai que tout à fait, il y a une autre dimension de Napoléon qui tout d'un coup réapparaît, sans doute, hein, et un peu spectrale, mais en même temps, on va dire, avec peut-être quelques vraiment instants de vérité, on va dire, au dernier moment. Oui, effectivement, mais ta filmographie, on va dire comme ça rapidement, en tout cas tes 4 travaux sur ces éléments-là, sont quand même chez toi aussi, hein, avec un gros travail, hein, en amont de documentation et de fonds documentaires. Voilà. Enfin, c'est ton travail en général, hein. On connaît aussi tes autres documentaires. Voilà. En général, il y a quand même, tu fouilles, je veux dire, les événements, les éléments, et tu essayes parfois aussi de faire ressortir de la mémoire, parfois enfouie, ou de certains textes, des choses sans doute qui n'ont pas été soit reliées entre elles, soit, on va dire, vraiment éclairées. Donc, de façon générale, on ne sort jamais sans avoir rien appris, même quand on croit sur des sujets, voilà. Lorsqu'on regarde tes documentaires, c'est très vrai. C'est le travers aussi d'avoir été un enseignant. Oui, non, ça peut... C'est vrai, tu as raison. Il y a une dimension didactique et pédagogique dans les films. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, j'essaie de me défier toujours du discours narratif dominant. Et puisqu'on est là autour de Paul et de Bonaparte, Napoléon, ça a été pendant des années la figure honnie en Corse. C'est le traître, c'est celui qui envoie le général Morand. Et ensuite, on en fait... Qui est copain avec Marbeuf. Ensuite, on en fait le continuateur de Paul. Alors, sans doute, le premier point de vue est excessif, et sans doute le second l'est aussi. Parce que je n'oublie pas quand même que quand Paul est malade en Angleterre et qu'il fait savoir à Napoléon qu'il veut rentrer et mourir en Corse, Napoléon met de telles conditions humiliantes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il demande pardon, que Paul abandonne ce projet de revenir en Corse. Donc, en faire à ce moment-là un continuateur de Paul, c'est un peu forcer le trait. Bien sûr. Donc, on est passé d'un excès dans un sens à un excès dans l'autre. Je pense que la vérité est plus complexe et un peu entre les deux. Tout à fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sur Napoléon Bonaparte, je me rappelle cette phrase du prince Napoléon quand il était
conseiller municipal d'Ajaccio, avec Simon Renucci. Je l'avais interviewé pour un documentaire, il m'avait dit Bonaparte est un révolutionnaire et Napoléon est un réactionnaire. Il y a un peu de vrai dans ça. Oui, oui, la figure de Napoléon est complexe, ça évidemment. Voilà. Bon, celle de Paoli aussi, hein, parce qu'il est pas non plus, voilà, c'est un humaniste certes, mais de son époque, du 18e. Hein, le 18e est aussi. Mais c'est vrai que tu rappelais très justement on va dire, son origine intellectuelle, parce que quand aujourd'hui on dit, y compris à des étudiants, où, voilà, il est allé à Naples, on ne pense pas en disant Naples immédiatement, on va dire, aux grandes universités de Naples, et effectivement au point à l'époque, hein, en matière de droit constitutionnel. Si on voulait à un moment donné pouvoir effectivement apprendre sur ce plan-là, il fallait aller à Naples. Bon, or, aujourd'hui, on a sans doute une vision plus mezzogiorniste, on va dire, de Naples qui fait écran et qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, voilà, si Paoli aussi est ce constitutionnaliste qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé aussi par Naples. Hein. Et on ne dit pas aussi, tu rappelais la famille tout à l'heure de Napoléon, voilà, mais on ne dit pas assez aussi le poids de Giacinto, voilà, hein, et effectivement de la famille, de la mère aussi de Paoli. Hein, donc vous savez qu'on ne sait pas où elle est enterrée, hein, donc moi je suis du Roustino, donc c'est une grande interrogation, hein, pour les gens qui sont du Roustino, de dire mais la mère de Paoli, qui est une fille de Camurali, hein, donc puisque les Paoli n'avaient pas évidemment ni les moyens ni voilà, c'est les Valentini, hein, donc, qui est une grande famille de Camurali du Roustino, mais elle disparaît disparaît des écrans, hein, on ne sait pas où est sa sépulture, hein, donc qu'une histoire très, là aussi très très complexe, hein, voilà. Quand l'historien commence à fouiller et à rappeler, mais Dionise, voilà, hein, Valentini, donc Paoli aussi, la famille de Paoli, hein, on en parle peu, hein, après tout, on parle beaucoup, un peu de Giacinto, voilà, mais très peu, alors que c'est un poète, il est très introduit aussi, voilà. Je pense qu'il faut recontextualiser aussi ces grands personnages, ces grands héros, où parfois, justement, la représentation a fait qu'ils sont sortis du tableau, on ne voit plus qu'eux, mais il faut parfois les réintroduire aussi dans leur contexte, dans leurs alliances, dans leur famille, dans leurs rencontres, et aussi sur le plan international, parce que on a souvent le prisme, on va dire, soit local, on va dire, soit national, et pas le prisme international, Naples, Londres, voilà, hein, on sait à quel point, effectivement, Paoli a été lié à l'ensemble, on va dire, des intellectuels de l'époque. Aujourd'hui, je crois que dans la figure de Paoli, ça apparaît davantage que Paoli est un intellectuel, on va dire, ça se corrige un peu, hein, le guerrier, le général, celui qui prend, etc. L'aspect, on va dire, justement, œuvre de constitution, fait que, petit à petit, on s'interroge sur l'élite intellectuelle dont il faisait partie, et il apparaît davantage presque comme un sage aujourd'hui, surtout lorsqu'il est comparé, effectivement, à Napoléon, qui est toujours plus fougueux, il est mort plus jeune, voilà, hein, il est arrivé très tôt au pouvoir, donc je pense que ce sont deux figures un petit peu, justement, qui s'éclairent l'une l'autre, sans pour autant, effectivement, dialoguer, parce qu'ils se sont croisés et qu'ils sont quand même deux figures assez antinomiques, quand même, hein, on va dire, du rapport au pouvoir et de l'incarnation du chef aussi, hein, je pense que c'est pas du tout ce même rapport-là, voilà. Donc on va finir avec Mako Deza, même si tout à l'heure, hein, voilà, hein, ça marche, voilà, qui là pour le coup a travaillé sur commande, mais voilà, les représentations, ne fût-ce que les visages, on va dire, de Napoléon et de Paoli, comment vous travaillez? Vous allez chercher d'autres œuvres, vous allez regarder un petit peu, voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, je trouve ça très très intéressant tout ce qui a été dit. Je ne suis pas sûr d'avoir la même profondeur sur le sujet, mais on va essayer. Alors, il se trouve, quand on va parler du projet, en fait, c'est une idée que j'avais eue moi il y a quelques temps déjà, c'est-à-dire de mettre Napoléon et Paoli sur un mur que je voulais faire pour moi. C'est un projet qui n'avait pas abouti, mais j'avais déjà une maquette dans ma tablette. Parce que, en tant que street artist, il y a un côté, c'est de capter un peu le bruit ambiant, la température,
Et clairement, il y a le clan Napoléon et il y a le clan Paoli. C'est rarement les deux en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. C'est assez clivant. En même temps, les deux appartiennent, définissent aussi l'histoire de la Corse, donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc j'avais déjà essayé de commencer, et j'avais eu à peu près la même approche, moins moderne, c'était pas abouti. J'ai pas regardé d'autres travaux de ce qui a été fait. Napoléon, je sais que je l'ai peint déjà plusieurs fois. Dans Ajaxien, on m'a déjà demandé, il est un peu plus sollicité sur Ajaccio. Paoli, j'avais envie de le faire. Ça n'a jamais abouti. Par contre, en termes de ressources d'images, on a beaucoup moins de choses sur Paoli que sur Napoléon. Ouais. Napoléon, on va trouver plein de portraits dans différents contextes. Voilà. Paoli, c'est beaucoup plus limité. Et donc, j'ai essayé de retranscrire ça en fait sur un seul et même mur. Donc, les deux se croisent là, ils sont coincés sur le même format. Ils se rencontrent, mais ils ne se croisent pas. Hein. Tu faisais la remarque tout à l'heure avec Doumé Maestrat, puisque là, on regarde au lointain et plutôt vers le passé, Napoléon, tandis que Paoli, à ce côté, on va dire, plus droit, plus voilà, hein, avec une figure plus, voilà, avec un regard qui, à un moment donné, peut sans doute anticiper au-delà même de ce qu'il avait pu imaginer à l'époque, hein, voilà, avec qui peuvent être d'ailleurs de difficultés, hein, pour l'homme politique ou pour le héros, à la fois d'avoir effectivement vu arriver les choses et anticipé les choses, mais bien au-delà de ce qu'ils auraient imaginé ou ce qu'ils auraient pu penser faire. Hein. Je crois que l'histoire, on a quand même le sentiment que tous les deux, de toute façon, l'histoire ne leur appartient pas tout à fait, même s'ils ont contribué à la faire, à la changer, à la modifier, mais en même temps, voilà. Hein. Ensuite, effectivement, et ces deux visages qui se rencontrent mais qui ne regardent pas, on va dire, dans le même sens, voilà. C'est intéressant, effectivement, de voir, alors que normalement, Paoli est plus vieux, et on serait tenté de dire que c'est le vieux qui voit arriver le jeune, alors que là, pour le coup, c'est sans doute sur le plan des idées que l'un est plus réactionnaire, comme on disait tout à l'heure, et l'autre est plus, en tout cas, anticipateur, libérateur, et en tout cas, voilà, à peine un début anti-lui, je trouve. Voilà. C'est vrai que Napoléon à l'international est assez reconnu. Et je trouve ça intéressant que Paoli soit remis en avant ces dernières années. Parce que je pense qu'il y a quelque chose dans le fond qui le justifie en fait. C'est-à-dire que a peut-être été manqué un peu de lumière. Quoi. Donc je trouve ça intéressant de les mettre déjà à la même taille, à la même échelle, enfin, qu'il n'y ait pas de. Voilà, de ce que j'en ai perçu, un équilibre, je dirais, aujourd'hui en 2024, de ce qui a été fait. Ça appartient à deux grands mythes de l'histoire de la Corse. Et donc je voulais représenter au moins égaux, on va dire, si je peux le dire comme ça. Après, ça, je rentre pas trop dans le détail, il n'y a pas de scène particulière, parce que ça reste du street art, c'est aussi vu par tout le monde, il faut que ce soit reconnaissable. Voilà, le message reste assez simple malgré tout, que ça soit percutant et que voilà, ça amène à la discussion, amène à la réflexion, amène au débat. C'était un peu l'intérêt de. En tout cas, je me suis régalé, je trouve ça très intéressant et j'espère que je vais pouvoir en finir. Vraiment, c'est un peu calmé et que je vais pouvoir monter sur l'échelle. D'accord, très bien. Très bien, merci. Si les uns les autres, vous voulez vous auto-questionner ou vous questionner, voilà. Oui, bien sûr, on va passer à la salle, mais si vous avez des choses, effectivement, et Pierre-Xavier, si tu veux bien faire circuler le micro pour notre public qui a été très attentif. Hein, et... Peut-être que je peux, en réfléchissant, je peux seulement donner un appui à Dominique sur Naples, qui ça me regarde un peu. Et justement, elle disait, on n'a pas le poids de qu'est-ce que c'était la Naples dans laquelle il arrive, ce gamin de 14 ans, et qui passe jusqu'à il se fait toute l'adolescence, il connaît la vie, il connaît la relation avec les autres, il connaît les femmes ou les hommes, on s'en fout carrément, mais qu'il connaît qu'est-ce que c'est cette ville. La grande ville à Naples. Alors il faut savoir que Naples, c'était pas pour volonté du roi qui ne comprenait strictement rien.
mais pour une cour qui commençait à se nourrir d'intellectuels, prégnés un peu de cette vague qui commençait à se sentir de l'illuminisme, mais surtout encore pré-illuministe, mais surtout, encore une fois, le changement social de l'industrie, de la société industrielle. Naples, il faut se souvenir que c'est la première ville en Italie qui a eu un train. Naples, quand les Rothschild, ils ont décidé de se séparer pour aller prendre les places en Europe, ils ont choisi Paris, Londres, Vienne et Naples. Quand Garibaldi, des années après, il débarque à Naples, et après on nous raconte en Italie qu'il est allé saluer Vittorio Emanuele et qu'il attendait à Teano. Tableau, man, non. À Teano, Vittorio Emanuele qui venait du Piémont, il attendait à Teano, il n'est pas rentré à Naples. Pourquoi? Pour prendre la caisse del Banco di Napoli, les sous. Et l'Italie, elle s'est fait grâce aux sous de Naples. L'industrialisation du Nord s'est fait grâce à ça. Et Paoli, il se trouve dans une énorme université importantissime, celle de Naples, il se trouve avec un changement social, intellectuel sur Naples. Et il sait qu'est-ce que c'est l'odeur du changement de l'époque. Donc peut-être c'est pas l'histoire, mais c'est vraiment sentir que c'est le moment pour créer des choses, pour faire des choses. Merci, oui, parce que c'est vrai que c'est important. Et d'ailleurs, pour le tricentenaire, nous, on a prévu d'amener nos étudiants justement à Naples pour qu'ils découvrent la réalité, on va dire, de ce contexte, effectivement, dans lequel Paoli a grandi, puisqu'il arrive très jeune et il devient adulte. Donc, c'est vrai qu'il faut... Je peux dire une dernière chose. Oui. Qu'on parle de Naples général, et c'est vrai, ici on l'a connu en Corse en tant que général, mais il faut se souvenir que le bataillone Corsica, et dopo il bataillone Reggio Farnese dans lequel il était, il n'a pas fait une bataille. Il ne foutait rien. Non, il ne foutait strictement rien. C'est pas Napoléon qui se prépare pour des guerres. Là, il jouait à cartes, il giocava a scopa. Il a passé son époque comme ça. Il a tourné un peu l'Italie. Il est allé à Gallipoli, dans les Pouilles, où il semble qu'il était là, en maçonnerie ou pas. Il est allé. Et quelqu'un, il se pose pas la question pour qu'est-ce qu'il foutait à l'Elbe. L'Elbe, c'était toscan. C'est parce que l'Elbe, il faisait partie des présidi napoletani. Il appartenait à Naples. Et là, il regardait la plage. Je veux dire, il n'a jamais fait une guerre. Il n'a jamais fait une bataille. On sait à Ponteno. Non, après lui, mais en tant que napolitain. Oui. Non, juste une remarque à partir de ce qu'a dit Doumé sur les enjeux de ce que peut amener l'art dans la critique. Quand tu as dit tout à l'heure que cette face noire de Napoléon ne pouvait pas toucher. En fait, les enjeux sont différents parce que la réaction là, elle touche des enjeux économiques, touristiques, c'est-à-dire que Napoléon, l'image Ajaccio, etc. Tandis que quand on touche à Paoli, c'est différent. Je fais référence par exemple, on lui laisse toute sa thèse sur la thèse que Paoli n'est pas un homme des Lumières de Ange Robert. Oui. Et là, par contre, on ne touche plus à des intérêts économiques. Par contre, on touche à l'identité de la nation et ça peut être de l'ordre du récit national. Mais ce que je veux dire, c'est que les figures, quand elles émergent comme ça, elles ont aussi des enjeux dans la Corse d'aujourd'hui tout à fait différents et qui renvoient à la construction de ces figures au cours du temps. Ça m'a beaucoup frappé. Oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter quelque chose sur Naples. Quand Paoli est à Naples, on a un napolitain ici, j'espère qu'il ne va pas me contredire, c'est quand même le berceau d'un certain nombre de sectes mystiques, ésotériques. C'est très baroque. Donc, totalement, ils sortent du baroque et rentrent dans... C'est baroque musicalement aussi. Avec Toucote, il me dit, Paoli n'a jamais été un homme des Lumières françaises, mais un homme des Lumières napolitaines. C'est vrai, bon, peut-être qu'il faut modérer un peu, mais c'est vrai que durant son cursus scolaire à Naples, il a été bercé dans la maçonnerie, dans les sectes ésotériques, dans le martinisme. C'était un lieu d'effervescence, Naples. Complètement. Il ne faut jamais oublier la langue. Oui, bien sûr. Oui. Nel senso che parlava italiano, parlava napoletano, parlava italiano toscano, scriveva in italiano. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai lu les lettres qui ont été publiées. J'ai la chance d'être italien, donc me les lego in italien. Ils me font rigoler.
retourne, la Corse t'attend, allez vous faire foutre, entre guillemets. Je veux dire, c'est le début. C'est-à-dire, c'est ça la chose la plus intéressante d'un personnage. Ce n'est pas ce qu'on fait nous, mais ce qu'il pouvait être. Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, oui. Mais de même que sur Napoléon, on a tendance à brosser le trait du guerrier, de l'empereur un peu. Mais moi, je me souviens de Paul-Marie Romagny, qui était notre ancien président, donc professeur d'économie, et quand ils ont ouvert un musée justement des ouvrages d'économie, notamment anglais, hein, le premier ouvrage d'Adam Smith sur la richesse des nations, donc qui est écrit en anglais, hein, et il est annoté par Napoléon, donc il le lit bien sûr en anglais, et il essaye avec des formules, on va dire mathématiques, de voir comment ça peut fonctionner cette histoire de richesse des nations. Donc à un moment donné, ce sont aussi néanmoins de grands intellectuels de leur temps, hein, je crois que là-dessus, et aussi, on va dire, qui parlent français, qui parlent italien, qui parlent anglais. Donc je crois aussi là-dessus qu'il faut les replacer dans leur complexité, presque dans leur... ils sont très polymorphes, hein, parce que c'est le 18e aussi qui veut ça. Hein, et où à un moment donné, les choses, elles ne sont pas aussi bien peut-être rangées qu'on les a aujourd'hui. Et c'est quand même des hommes du 18e avec ces dimensions souvent et plurilingues et internationales et effectivement qui s'ouvrent à un certain nombre de sciences qui à l'époque, après feront autorité, mais qui à l'époque sont quand même balbutiantes. Voilà. Allez-y, posez les questions parce que sinon on va continuer à discuter. Ouais. Je veux juste apporter un petit bémol quand même. La conception de la femme qu'a Paul est en avance par rapport à la vision qu'a Napoléon des femmes. C'est vrai. En même temps, Doumet, il épouse, allez, on va dire une black. Ah oui. Parce qu'elle n'est pas très blanche. On ne sait pas si c'est une anecdote ou pas, mais on dit que Madame Mère, lorsque elle dit « je viendrai peut-être au mariage, peut-être pas », de toute façon, si je viens, je veux qu'elle soit blanche. Et il la maquille, d'accord ? Non, elle ne vient pas, mais il la maquille pendant 14 heures pour qu'elle soit blanche, d'accord ? Il y a à côté de Notre-Dame un petit pavillon, voilà, donc où elle effectivement a été maquillée pendant... Et puis finalement, elle ne vient pas, hein, donc, et elle est plus âgée. Alors, voilà. Elle a des enfants. On ne sait pas trop, oui, voilà, je veux dire, Joséphine, quand même, aujourd'hui, a un président qui épouse une blague plus âgée avec des enfants, ma foi, on monte d'un cran. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple. Il n'a sûrement pas une idée des femmes, parce qu'après, dans ses correspondances, etc., on voit très bien. Mais par contre, il ose, il peut mettre le pied sur la ligne rouge, quoi. Ça serait bien que tu vois le Napoléon Albin Bessy, hein, sur Sainte-Hélène, parce que Albin le décrit, ça. Albin, qui est sa maîtresse, elle dit, derrière son aspect rustre, derrière son aspect soudard, etc., c'est un homme très sensible. Donc il y a la posture du guerrier, et ben ensuite l'homme, il va déprimer. Hein, donc il y a toujours une différence entre ce que l'on montre au public et ce que l'on est réellement. Hein. Tout à fait. Paul, il est dans Napoléon. Napoléon, certainement, oui. Voilà. Bon, après, il est très inhibé, hein, parce que bon, il faut dire que quand même dans la famille, et Madame Mère, elle n'est pas rigolote non plus. Hein. Donc à un moment donné, je pense que même s'il avait quelques velléités, on va dire, de changement, de transformation, etc., je pense que de ce côté-là, on lui laissait quand même pas trop de marge non plus. Hein. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Alors, il y a un film de Nanni Moretti, premier, dans lequel, à un certain moment, il y a des spectateurs dans les années 70 qui vont voir un spectacle. Il y a plus d'acteurs que de spectateurs. À la fin du premier acte, ils s'en vont presque tous, on est en train de dormir, et une, il est là qui regarde. Ça s'ouvre le rideau pour le deuxième acte, et le spectateur qui est réveillé, il prend des parts, il reste seulement le type qui dort. Et le type, il continue à dormir, eux, ils terminent aux applaudissements, le type, il se réveille, un peu comme ça, et comme on faisait dans les années 70, il dit, et maintenant, le débat. Et le type, il fait, ah non, le débat, non. Ah non, le débat, et ça, ils partent en courant. Voilà, ne faites pas la même chose. Bon, en tout cas, le public, s'il n'est pas participatif, a été en tout cas très attentif, et ça, nous vous en remercions tous, hein, bien entendu. Donc, voilà, demain, il y aura une autre table ronde. Antonia, je te remercie. Oui.
Je t'en prie. Merci. Non, je vais juste dire un petit mot. Donc, je ne vais pas rentrer dans les débats historiques. Juste, je voulais dire à quel point c'était important aussi d'entendre la voix des artistes et à quel point c'est important de faire dialoguer les œuvres d'art avec des personnages mythiques de notre histoire, qu'effectivement, avec toute l'ambivalence qu'on peut avoir à traiter ces deux personnages, donc c'est aussi intéressant de les faire dialoguer. Vous dire que dans le cadre du tricentenaire, évidemment, cette question aussi de la place qu'occupe Paoli aujourd'hui dans la société, elle est importante pour nous, notamment vis-à-vis des plus jeunes, donc avec tout ce travail-là aussi qui est fait et qui a besoin, je crois, encore plus d'être impliqué. Alors, il y a une visibilité de Napoléon beaucoup plus forte que Paoli, en tout cas à l'extérieur, donc il y a aussi un enjeu de réappropriation. Vous savez qu'on a aussi lancé notamment la Strada Paolina qui avait démarré, je regarde Josepha, donc qu'on a pu mettre en place, mais qui a besoin encore d'être dynamisé et de faire l'objet peut-être d'ouverture plus touristique, en tout cas d'une connaissance du personnage. Et dans tous, je dirais, ces éléments-là qui sont très importants pour nous, la question aussi bien des historiens, mais surtout, finalement, ce que je retiendrai aussi de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît des personnages et de leur histoire et qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Et dans ce qu'on ne connaît pas, à quel moment intervient justement la vision de l'artiste et qu'est-ce qu'on va chercher, un peu ce que tu disais, Orlando. Finalement, je suis allée chercher l'anecdote, je suis allée chercher finalement la part de sensibilité aussi, parce que c'est parfois comme ça qu'on arrive à récupérer des gens et les embarquer dans parfois une histoire qu'on a tendance à oublier ou qui peut faire des polémiques, mais dans tout état de cause qui est importante aujourd'hui à faire connaître. Et je crois que à la fois tout le travail qui a été fait autour de la reconstruction du Napoléon d'Abel Gance qu'on va découvrir tout à l'heure, et les conférences qui sont organisées, le travail qui a été fait par l'Université de Corse aussi, pour réapprocher ces deux personnages, est très intéressant et va aussi nourrir, je crois, l'année qui sera celle du tricentenaire de Paoli, de la naissance de Paoli en 2025. Voilà, donc merci encore pour le débat et ces échanges. Merci à toi, Antonia. On aura l'occasion tous ensemble, avec la collectivité, l'académie et l'université, de revenir sur le programme qu'on annoncera à partir de janvier, sur l'année du tricentenaire. Et puis donc demain, je vous invite à la deuxième table ronde. Tu faisais état effectivement de ce travail qui a été fait à l'université, de Napoléon et de Paille. On pourra peut-être demander à l'occasion à Jean-Guy, parce que ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est que ce soit Jean-Guy Talamogne qui est initié, parce qu'au départ, tu es sûr, Napoléon Paille, on va aller... Et en même temps, après tout, il y avait encore que lui à pouvoir porter, on va dire, ce projet, sans qu'il ne soit, à un moment donné, effectivement, il ne soit reproché de quelconque trahison à, on va dire, un totem nationaliste, quoi, voilà. Donc c'est intéressant que ce soit lui qui est aussi initié. On pourra aussi interroger Jean-Guy là-dessus. Voilà. Antoine, ce soir à 8h, si tu veux dire peut-être deux mots sur comment ça se... Ah oui, Vincent Gambie. Oui, j'ai une question qui m'est venue en écoutant les différents intervenants. On a encore ces deux figures qui effectivement prennent beaucoup de place, qui sont en plus de plus en plus liées, comme ça a été dit. Moi, j'ai parfois l'impression, sans être un historien, mais qu'on se sert de Napoléon pour se rassurer sur l'importance qu'a pu avoir Paoli, on se sert de Paoli pour se dédouaner d'évoquer Napoléon, parce qu'on a toujours l'impression qu'en faisant un peu le continuateur de Napoléon, on le rattache aussi, on se le réapproprie de cette manière-là. Mais aujourd'hui, c'est deux personnages qui sont presque entrés dans la pop culture, qui en plus ont des apparences visuelles très, très iconiques, y compris dans l'art moderne. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, en tant que créateur, indépendamment de la force, de la puissance qu'ils peuvent avoir dans notre histoire moderne et contemporaine, est-ce qu'ils arrivent encore à libérer du coup une créativité de notre part, ou est-ce qu'au contraire, on a tellement dit de choses sur Napoléon, on en a aussi tellement dit sur Paul, que ça peut avoir un côté un peu, je dirais, castrateur, et qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrive encore à être dans la création pure? Et moi, je remarque notamment une chose, c'est qu'y compris dans les figures de Paul et de Napoléon dans la création, il y a une donnée qui nous semble un peu absente, c'est celle de l'humour, de la dérision. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'attaque à l'un ou à l'autre, on le fait de manière artistique peut-être, mais on le fait toujours avec beaucoup de sérieux. Alors peut-être qu'il faudrait que je regarde les créations de M. Orlando Furios. Juste après vous répondrez, mais juste pour donner une indication à
à Vincent. Il se trouve qu'avec Alain, on a animé un atelier avec les jeunes étudiants du DU et DE musicologie traditionnelle. Ils vont produire un certain nombre de pièces musicales pour l'année, etc. Et ils ont produit une pièce musicale, on va dire avec un texte très humoristique sur les cheveux de Paul, voilà, sur les frisettes de Paul, et en même temps, justement, se moquant un peu des héros en général et du héros de Paul, à peine applicado, quoi, hein. Donc, voilà. En tout cas, chez les jeunes, tu vois, il y a ce côté, mais sans doute influencé aussi par l'aspect iconique pop art dont tu parles. Ils ont poussé le trait comme ça, donc voilà, hein. En tout cas, chez les jeunes, visiblement, ils ont encore quelque chose à dire qu'on n'avait pas dit. Mais allez-y. Non, juste pour souligner l'importance de ce que tu soulèves ici, c'est-à-dire, bon, sur l'humour, je vous laisse répondre, mais ça rejoint un petit peu ce que je vais dire aussi. Je vais voler un petit peu le concept à Dominique Verdogne. Ce qui est important ici, c'est que ces deux figures majeures soient source de créativité, mais qu'elles continuent de l'être. Parce que l'enjeu, là, c'est toute la patrimonialisation qui s'ensuit. C'est-à-dire que, pour moi, la culture est un projet permanent. Et nous la construisons, cette culture, en permanence. Et ce processus de patrimonialisation, il passe par Paoli, bien sûr, parce qu'il a une importance majeure dans le récit national. Après, il est objectivé un peu moins. Ça ne revêt pas une importance majeure. Toutes les nations ont besoin d'un récit national. À nous de ne pas en faire non plus une caricature nationaliste. Mais Napoléon entre dans le jeu. Et c'est important qu'il y entre et qu'il soit en appropriation dans ce processus de patrimonialisation. Et ça, c'est important. C'est pour ça que ce n'est pas un paradoxe que Jean-Guy Talamogne soit dans ce processus-là. Jean-Guy, il a son fil. C'est un fil de culture nationale et au-delà de tout, le fait de l'implémenter, de l'enrichir en permanence. Et c'est pour ça que ce gisement de création, pour moi, il est infini et il va bien au-delà. Pour revenir à ce que je suis, moi, dans cette création, je ne me suis jamais senti autorisé, moi, à parler de Paoli et de Napoléon, parce que je suis bonifacien. Et que, en fait, les Génois bonifaciens à cette époque-là se foutaient royalement et de Paoli et de Napoléon. Ce qui les intéressait, c'était de rester Génois. Et du coup, je rentre dans le jeu, et c'est important aussi, même si je ne me sens pas autorisé, mais là, ce que tu as soulevé, c'est vraiment tout ce processus de création qui doit impérativement continuer, parce qu'à mon sens, c'est par là que vient toutes nos potentialités nationales au bon sens du terme. Je voulais juste rajouter que si Paoli est récupéré uniquement par les nationalistes, s'il est récupéré uniquement par les francs-maçons, s'il est récupéré uniquement par les Corses, on le réduit. Quand Goethe célèbre Paoli, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Paoli, il rentre dans un atelier d'intellectuels à Londres. Il est reconnu comme un des pères de ces encyclopédistes, de ces chefs d'orchestre, de ces musiciens, de ces compositeurs. Donc, Paul est au-dessus de la Corse. Paul est un intellectuel du siècle des Lumières, qu'il soit un siècle des Lumières napolitain ou français. Et donc, il faut résister à cette tentation de se le récupérer chacun pour soi, chacun prendre un petit bout de Paul. Non, Paul, il appartient à l'humanité. Pour répondre à la question de Paul et Napoléon dans la fiction, hein, je pense que c'est plus facile de traiter de ces deux personnages dans le documentaire. Évidemment, quand on a vu le Napoléon de Ridley Scott, on ne peut être qu'affligé pour ceux qui l'ont vu, parce que c'était des caricatures, des contre-vérités historiques, quand il fait bombarder les pyramides, quand il prend Joséphine, qui est presque plus jeune que lui. Enfin, donc, évidemment, ça aurait été tentant qu'un Corse puisse voilà, s'affronter à ces deux personnages. Je crains que, pour des raisons à la fois financières, budgétaires, et des raisons aussi de curiosité intellectuelle. Parce que les trois longs métrages qui sont sortis cette année, Le Royaume de Julien Colonne, à son image de Thierry de Perrette, et Le Mohican de Frédéric Farouche,
ont une thématique similaire. La violence politique, sociale ou mafieuse. Mais on n'est pas dans un regard historique. On est dans le fait divers. La sociologie. On est dans la sociologie. On n'est pas dans l'histoire. La vision anglo-saxonne. C'est aussi, alors, ce qu'attend un public. Voilà. Donc, est-ce que... Voilà. Et la question, je me rappelle ce préambule d'un diagonale de la culture, qui est un mouvement qui avait été initié par Jacques Rally. Ce préambule, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Un peuple qui abandonne son imaginaire au marché se condamne à des libertés précaires. Il faut l'entendre. Le marché ne doit pas guider la création culturelle. Il faut perdre de vue uniquement des critères financiers. Ce n'est pas le libéralisme qui doit nous conduire à l'expression d'un peuple. Sinon, on se condamne à des libertés précaires. Allora, provo a rispondere. La questione è basilare, c'est très important. C'est-à-dire, évidemment, comme il disait avant Alain, je ne suis pas Napoléon, je ne me mets pas un peu... Chacun de nous, il a ce problème quand toi, tu as que faire. Mais moi, je dis deux choses. La première, que je suis obligé de rigoler. Ça, c'est ma nature. Et il faut que je me freine en plus sur l'humour. Il faut que je me freine beaucoup parce qu'autrement... Deuxième chose, moi, je pense tout le temps à le quotidien de ces personnages. C'est-à-dire, je ne veux pas exagérer, je ne veux pas être démystificateur, mais tu immagini Pasquale Paoli che va al bagno? Ecco, immagina Pasquale Paoli che va al bagno. Ci andava? Ci andava o non ci andava? Ci andava, ci andava. Ah no, perché Paoli non va al bagno? No, va al cesso. Sicuramente. A Napoli, sto ragazzo, che faceva? Gli ormoni, les hormones, les avait ou les avait pas? Les utilisait ou les utilisait pas? Oh, parce que tu es corse, tu n'as pas, il faut que tu sois net, l'homo. Non, on ne dit pas des conneries. Je veux dire, c'est ça la chose la plus importante. Moi, je te dis franchement, je m'en fous, soit de Napoléon, soit de Paul. Dans le point de vue, je veux dire en général, c'est pas ça que je voudrais raconter moi en général. Mais pour moi, c'est important. C'est important de voir ces personnages comme si c'était quelqu'un de ma famille. Quelqu'un de ma famille, en les critiquant. En disant même comme si c'était une dispute avec eux. Mais de savoir qu'est-ce que je peux tirer au maximum. Quand je parlais de la langue, mais dans quelle langue il parle avec Bossuet? Parce que lui, oui, il pouvait être cultivé, mais c'est anglais d'une deux sortes. En plus, le type, il parlait écossais. C'est-à-dire un anglais encore plus de campagne. Donc sûrement il parlait en anglais avec la bouche fermée. Cornemuse. Donc il avait appris quelques mots italiens parce qu'il venait d'Italie, du Tour d'Italie, Boswell. C'est un anglais de campagne. Et il venait d'Italie, donc il avait mangé les pizzas, il avait mangé les pâtes, il parlait de ça il avait appris des mots italiens, et avec Paul il parlait comme ça. Quelle était la communication? C'est le problème qu'on se pose, et que c'est de là qu'il va sortir la solution. Mais le pire qu'on peut faire, c'est d'avoir peur de ces personnages. Je pense que notre devoir, c'est de dire, moi d'abord, on ne connaît rien d'eux, en réalité. Et donc, on étudie, on lit, on regarde, on essaye de voir en filigrane tout ce qu'on peut comprendre d'eux, en essayant de les respecter, de respecter al massimo. Merci Orlando. Alors, est-ce que d'autres questions? Antoine, tu veux nous annoncer un peu le programme de la soirée, hein? Allez, ça sera la conclusion. Donc ce soir, on attaque le marathon cinématographique, donc en deux épisodes. Un trail de la cinémathèque. Exactement, un trail de plus de 7 heures. Donc ce soir, ça fera 3h51. Demain, 3h27, je crois. Au marathon cinématographique. Mais c'est quand même formidable de pouvoir redécouvrir ce film
quand même sur grand écran, une version restaurée, voilà, qui sera présentée ce soir par Marc Guidogne et par Laurent Manoni, que l'on salue, voilà, qui est présent ce soir avec nous, de la Cinémathèque française. Donc la Cinémathèque française qui a mené cette vaste entreprise depuis plus de 15 ans. Donc aller chercher différentes sources un peu partout pour reconstituer le film. Un travail de restauration minutieux qui a été mené chez Éclair, sous la direction de Georges Mourier. Donc on parlera de tout ça ce soir. Donc ce sera une belle expérience cinématographique. Voilà, donc on espère vous retrouver ce soir. Pierre-Xavier, est-ce qu'on va pouvoir manger, boire quelque chose entre-temps ou C'est presque prêt. Allez, ça va. Donc, en vous remerciant, et puis, voilà, je vous convie, là maintenant, puisque c'est presque prêt, on va dire, à un petit moment d'échange autour d'un verre, en attendant le marathon de ce soir. On vous remercie en tout cas, et puis à bientôt.